Et si on faisait un petit peu de latin? Nous allons continuer notre travail sur la langue latine à partir du Horberg, Familia Romana. Là où nous nous étions arrêtés, donc à la ligne 53 du chapitre 2, il y a du vent dans les arbres, des oiseaux qui chantent, ça fera un petit fond sonore qui rendra cette leçon peut-être un peu plus agréable, en tout cas plus bucolique. Alors, que nous dit Horberg à partir de cette ligne? Sparta oppidum Graecum est. Sparta, Delpi, Tusculumque tria oppida sunt. Duo oppida Graeca, et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluiorum. Flui Galliae magni sunt. Magnine sunt flui Africae. In Africa unus fluius magnus est. Nilus. Ceteri flui Africae parvi sunt. Sunt ne magnae insulae Graecae? Creta et Euboea duae insulae magnae sunt. Ceterae insulae Graecae sunt parvae. Alors, commençons à traduire. Sparta, Sparte, oppidum Graecum est une place forte grecque. Donc on fait attention, Sparta est un nom masculin de la première déclinaison. Il y en a quelques-uns comme Poeta, le poète, Agricola, le paysan, Naota, le marin. Donc ils se déclinent sur Rossa, mais ils sont masculins. Sparta, Delpi, donc vous vous souvenez, en latin le PH ne se prononce pas traditionnellement F comme le phi grec, mais P, sauf dans une classe un peu snob de nouveaux riches, comme le Trimalcion par exemple du Satyricon de Pétrone. Donc Sparta, Delpi, Tusculum, Sparte, Delphes et Tusculum, sunt tria oppida, sont trois places fortes. Donc oppidum est neutre de la deuxième déclinaison, il se décline sur le modèle templum, donc ça fait templum, templum, templum au nominatif, vocatif, accusatif, templi au génitif, templo, templo au datif et à l'ablatif, singulier, et les pluriels neutres pour toutes les déclinaisons sont en A. Donc templa, 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 et les trois premières formes, les trois premiers cas sont toujours identiques, au neutre, on s'entend. Donc templa, 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 nominatif, vocatif, accusatif, neutre, pluriel, templorum, templis, templis, génitif, datif, ablatif, pluriel. Donc oppidum se décline de la même manière. Ici, il est attribut du sujet donc au nominatif, vu que le sujet est au nominatif. Oppidum est la forme de nominatif singulier, oppida la forme de nominatif pluriel. On avait déjà vu que les nombres se déclinaient pour les trois premiers, unus, duo, tres. Donc tria est la forme d'accusatif, toujours pluriel, puisque 3 ne peut être que pluriel, de ce nombre 3. Duo oppida Graeca et unum oppidum Romanum, sous-entendu sunt ou est, en fonction de l'emplacement. Donc deux de ces places fortes sont grecques et une est romaine. In Graecia et in Italia, in plus ablatif. Alors pourquoi y a-t-il une petite barre sur le A à Graecia et Italia? C'est un code linguistique qui permet de vous indiquer que le A est long. En latin, en effet, les voyelles ont une longueur. Certaines sont brèves, certaines sont longues. Alors la longueur peut être de nature ou de position, en poésie par exemple. Et dans la première déclinaison, vous avez peut-être l'impression que toutes les terminaisons se ressemblent. En fait, non. Pour un romain, elles sont différentes puisque le A du nominatif rossa est bref et le A de l'ablatif singulier est long. Ici, Graecia est à l'ablatif parce que le complément de lieu, quand il indique le lieu où l'on est, se construit avec in plus ablatif, ce qui a donné le in anglais, le in allemand ou le en français. Et il se construit toujours avec l'ablatif quand il indique le lieu où l'on est. Il se construira avec l'accusatif, qui est le cas dynamique, quand il indiquera le lieu où l'on va. Donc ici, pardon, la petite barre sur le A vous indique que c'est bien un ablatif. En Grèce et en Italie, magnus numerus oppidorum est, il y a un grand nombre, magnus numerus, oppidorum, génitif pluriel, de places fortes. In Gallia, en Gaule, est magnus numerus fluviorum, il y a un grand nombre de fleuves. Fluvius, ici, au génitif pluriel.
La Gaule, on fait attention, prend bien deux L, ce qui a donné l'évolution en U. Si vous regardez par exemple le nom Rimbaud, Arthur Rimbaud, quand on fabrique un adjectif sur Rimbaud, ça fait rimbaldien. Donc il y a une grande proximité phonétique. Le le U est souvent l'évolution du L et inversement. Donc on n'oublie pas que Gallia en grec a deux L, Gallus le romain a deux L. Et pourquoi le coq est-il notre symbole national? Parce qu'il y a une proximité entre ce nom des Gaulois, Gallus, et le nom qui sert à désigner le coq, qui est Gallus, ce qui a donné les gallinacés, pour désigner la race des poules et des coqs. Flui, Galliae, Magni sunt. Les fleuves Galliae de Gaulle, Magni sunt, sont grands. Magnine sunt flui Africae. Vous vous souvenez de ce nez qui se colle au premier mot de la question et qui se traduit en français par est-ce que, qui indique que c'est une question totale à laquelle on répond par oui ou par non. Les fleuves flui Africae d'Afrique, génitif singulier, magni sunt, sont-ils grands? In Africa, en Afrique, unus fluvius magnus est, un seul fleuve est grand. Alors pourquoi est-ce que je traduis par un seul? Parce qu'ici, vous n'avez pas un article indéfini. En français, on ne distingue pas très bien à l'oreille un article indéfini et un, le numéral. En français, le mot semble être le même. En latin, on va bien distinguer les deux parce qu'il n'y a pas d'article en latin. Vous l'avez remarqué, depuis qu'on commence à traduire ce Hörberg, on n'a jamais rencontré de déterminant quel qu'il soit. Il y a des possessifs, il peut y avoir des démonstratifs, et encore, on les utilise vraiment quand ils sont absolument nécessaires pour clarifier le propos. Si c'est logique, on ne les met pas. Et il n'y a pas d'article défini ou indéfini. Donc quand c'est exprimé, ici, il s'agit bien du nombre 1, et donc il faut en français essayer de souligner cette petite nuance. Donc un seul fleuve est grand, Nilus, le Nil, Kéteri flui, les autres fleuves. Donc dans la marge, vous avez Kéteri, Kéterae, Kétera. Kéteri, forme de masculin pluriel, Kéterae, donc nominatif. On désigne toujours les noms par leur forme de nominatif. Kéterae, féminin. Kétera, neutre, c'est la déclinaison du pluriel puisque ça veut dire les autres, ceux qui restent. Ça a donné en français le ETC, point de suspension, et Kétera, et toutes les autres choses. Donc les autres fleuves, Africae d'Afrique, parui sunt, sont petits. Suntne magnae insulae graecae. Les îles Insulae Graecae de Grèce, alors là on fait attention, ça se ressemble, mais Insulae est du nominatif pluriel alors que Graecae est du génitif singulier. Les îles de Grèce sont-elles magnae grandes? Creta et Euboea, la Crète et l'Eubée, Duae Insulae magnae sunt, sont deux grandes îles. Kéterae Insulae, les autres îles Graecae de Grèce, sunt parvae, sont petites. Quis est Cornelius? Qui est Cornelius? Quis, c'est la forme de nominatif masculin singulier du pronom interrogatif. Donc il faut bien distinguer le pronom interrogatif de l'adjectif interrogatif, qui vient dîner demain, et puis l'adjectif interrogatif, quel pull mettras-tu aujourd'hui? Donc en français, ils sont assez différents. En latin, ils ne se distinguent. En réalité, les formes sont exactement les mêmes, sauf pour le nominatif masculin. Et le nominatif masculin singulier et le neutre nominatif singulier. Quis, quae, quid pour le pronom interrogatif, qui, quae, quod pour l'adjectif interrogatif. Sinon, c'est la même déclinaison après pour tous les autres cas, et au pluriel, c'est identique. Et on la verra plus tard. Et c'est la même forme que le pronom relatif. Donc, qui est Cornelius? Cornelius dominus Romanus est. Iulius et Cornelius duo domini Romani sunt. Medus non est servus Cornelii. Medus servus Iulii est. Cornelius. Cuius servus est Medus? Iulius. Medus servus meus est. Cornelius. Est ne Davus servus tus? Iulius. Davus quoque servus meus est. Servi mei sunt Medus et Davus et Kéteri multi. Cornelius. Est ne delia ancilla tua? Alors, nous allons d'abord traduire cela. Cornelius dominus Romanus est. Cornelius est un maître romain. Iulius et Cornelius
duo domini romani sont 2 maîtres romains. Medus n'est pas, non est, servus Cornelii, l'esclave de Cornelius. Cornelii, génitif singulier. Medus servus Iulii est. Medus, qu'on a rencontré au début du chapitre, est l'esclave de Julius. Cuius servus est Medus. Cuius, c'est la forme de génitif de l'interrogatif qu'on a vu un peu plus haut. De qui, Medus, est-il l'esclave? Medus, servus meus est mon esclave. Donc meus, c'est la forme de l'adjectif possessif, masculin, singulier au nominatif. Est-ce né, toujours le petit né interrogatif qui indique une question ouverte et une question totale. Est-ce que Daus est ton esclave? Daus, quoque servus meus est, Daus aussi, quoque, un adverbe invariable, donc, servus meus est mon esclave. Mes esclaves, servi mei, sont, Medus et Davus et beaucoup d'autres. Ceteri multi. Esne Delia ancilla toi? Delia est-elle ton esclave, ta servante? Donc ancilla est féminin, c'est la servante. Ça a donné en français l'adjectif ancillaire quand on parle des romans du 19e siècle, par exemple, et des amours ancillaires. Ce sont les amours que les jeunes maîtres entretiennent avec leurs servantes, leurs domestiques. Iulius. Delia est ancilla mea et sura quoque ancilla mea est. Ancillae meae sunt Delia, et sura, et ceterae multae. Familia mea magna est. Ici, on a la même chose que précédemment, mais on est passé du masculin au féminin. Delia est ma servante, et Syrah aussi est ma servante. Mes servantes sont Delia et Syrah, et ceterae multae et beaucoup d'autres. Familia, ma famille, familia mea, magna est grande. Donc vous vous souvenez, famille, c'est à prendre au sens du domestique du XVIIe siècle, c'est-à-dire les gens à proprement parler de la famille, plus tous les gens qui gravitent autour, les domestiques, les régisseurs, tous ceux qui travaillent sur le domaine de la famille. Quod servi sunt in familia tua? In familia mea sunt centum servi. Quid? Numerus servorum meorum est centum. Centum servi, magnus est numerus servorum tuorum. Quot, c'est un interrogatif qui sert à quantifier. Combien? Alors après, on fait attention, on va accorder... ça fonctionne comme si c'était un adjectif en fait. Donc nous on met combien de? On a l'impression que c'est une tournure un petit peu particulière, qu'on a un complément un peu bizarre après. En latin on va avoir un nominatif simple après ou un accusatif en fonction du rôle du mot dans la phrase. Quot n'appelle pas de cas particulier après. Combien d'esclaves sont dans ta famille? Julius, dans ma famille, sont centum servi, 100 esclaves. Et là, on fait attention, centum, on est au-delà des 3 premiers nombres et centum est un invariable. Quid? Comment? Numerus servorum meorum est centum. Numerus, le nombre. Servorum meorum, de mes esclaves, génitif masculin pluriel, donc en orum. Est centum est 100. Centum servi, 100 esclaves. Magnus est numerus servorum tuorum. Grand est le nombre de tes esclaves. Alors, on va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu grâce aux petits points de grammaire. Donc, on nous présente les 3 genres. Vous ne vous êtes peut-être jamais demandé ce que voulait dire neutre en français ou en allemand, si vous avez fait de l'allemand, ou du polonais, ou du russe, ou de l'ukrainien. Donc, masculinum, masculin, fémininum, féminin, ne utrum, aucun des deux. Donc, neutre. Neutre, ça veut dire ni masculin, ni féminin. Donc, servus est un mot masculin, ancilla est un mot féminin, oppidum est un mot neutre. Donc, on vous donne des exemples de mots masculins, de mots féminins et de mots neutres, en sachant que pour l'instant, on n'est qu'à la première et à la deuxième déclinaison. La première déclinaison, elle est ici. Tous les mots finissent par A au nominatif. La plupart sont féminins.
Femina, la femme, puella, la jeune fille, filia, la fille, domina, la maîtresse, insula, l'île, provincia, la province, litera, la lettre, familia, la famille, pagina, la page. Tout ça, c'est féminin, ça va avoir un nominatif en A et un génitif singulier en AE. Donc c'est par le génitif qu'on arrive à classer les mots dans la bonne déclinaison. Au masculin, dans la deuxième déclinaison, alors je vous ai dit tout à l'heure que des mots de la première déclinaison pouvaient être masculins. Poeta, le poète, naota, incola, l'habitant, agricola, le paysan, ils sont assez rares, mais il faut savoir que ça existe. Et pas de mots neutres, par contre, dans la première déclinaison. Dans la deuxième déclinaison, on a très majoritairement des mots masculins ou des mots neutres. Les mots neutres de la deuxième déclinaison vont tous se terminer au nominatif par um. Oppidum, la place forte, imperium, le pouvoir, vocabulum, le mot, capitulum, le chapitre, exemplum, l'exemple, pensum, le devoir. Mais il faut faire attention à ces mots-là, aux mots comme imperium qui ont un i juste avant la désinence, parce que au génitif, par exemple, ça fera imperii. Il faudra bien faire attention aux deux i, ou au datif, à l'ablatif pluriel, ça fera imperiis. Donc voilà, il ne faut pas oublier un des i, entre autres quand on veut faire du thème, c'est-à-dire quand on veut passer d'une langue européenne, du français, de l'allemand, de l'anglais, etc., au latin. Au masculin, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que vous avez plusieurs modèles. En réalité, vous en avez trois. Le modèle normal, qui est le modèle dominus, le plus fréquent, avec un nominatif singulier en ous, et puis un deuxième modèle qui est représenté par puer ou par wir. Le nominatif est tronqué et les désinences vont s'ajouter. En fait, le nominatif ne présente que le radical et les désinences vont s'ajouter au radical. Donc pour dominus, vous voyez, la désinence est exprimée. Il faut l'enlever pour trouver le radical, qui est domine. Et c'est à domine, au radical, qu'on va coller les désinences ous et i, o, i, os, rum, is. Pour le modèle puer ou wir, on va coller les désinences à partir alors pas du vocatif, le vocatif n'existe en réalité que pour le modèle dominus, à partir de l'accusatif, i, o, et puis à partir au pluriel, on les colle directement, i, os, rum, is. Donc puer, puerum, pueri, puero, pueri, pueros, puerorum, pueris, pueris. Et puis il y a un troisième modèle qui n'est pas représenté ici, qui est le modèle aguerre. Pourquoi est-ce un troisième modèle? Parce qu'en fait, le nominatif ne nous donne pas le radical. Il faut aller chercher le radical au génitif, aguerre, agri. Donc on enlève le i, qui est la désinence du génitif masculin singulier, et on trouve le radical, agre. Donc ce radical, on va le retrouver dès l'accusatif, donc aguerre, agrum, agri, agro, agri, agros, agrorum, agris. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc on vous explique après comment fonctionne le génitif, i pour le masculin et le neutre au singulier, orum au pluriel, ae pour le féminin, pour les mots de la première déclinaison, arum au pluriel. Et on va regarder ensemble le pensum C qui vous demande de répondre en latin à des questions qu'on vous a posées sous le chapitre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va lire les questions et puis vous essayez d'y répondre. Puisque vous avez écouté la traduction entière, vous avez travaillé ce chapitre, vous essayez d'y répondre en mettant sur pause, et puis on reprend et je propose une réponse à ces questions. Alors on commence. Quis est quintus? Qui sunt medus et davus? Marcus ne quoque servus Iulii est? Cuius filia est Iulia? Quod liberis sunt in familia Iulii? Quod servi in familia sunt? Num sura domina est? Quae est domina ancillarum? Est ne Cornelius vir Graecus? Num puella vocabulum masculinum est? Alors, quis est quintus? Quintus est filius Iulii. Qui sunt medus et davus? Medus et davus sunt servi Iulii. Marcus ne quoque servus Iulii est? Marcus non est servus Iulii, sed filius eius. Cuius filia est Iulia? Iulia est filia Iulii et Aemiliae.
Quod liberis sunt in familia Iulii, pardon. Donc, combien d'enfants y a-t-il dans la famille de Julius? Tres liberis sunt in familia Iulii. Quod servi in familia sunt? Centum servi in familia sunt. Num sura domina est. Domina non est, sura non est domina, sed ancilla. Quae est domina ancillarum? Domina ancillarum Aemilia est. Esne Cornelius vir Graecus? Cornelius non est vir Graecus, sed Romanus. Num puella vocabulum masculinum est. Puella non est masculinum vocabulum, sed femininum. Donc vous avez compris que sed veut dire mais. Et vous avez peut-être été surpris par la question commençant par num. On avait vu la question par né, la question par quot, par qui, par quis, et, mais pas la question, ou par quoi, mais peut-être pas la question par num. Il me semble qu'on l'avait évoqué dans la première partie de l'étude de ce chapitre 2. Donc num, c'est un interrogatif qui appelle une réponse non. Donc l'indication vous est donnée dans la formulation même de la question. En français, on a la même chose. Les interrogatives sont des questions fermées qui appellent une réponse oui. Ne viendrais-tu pas à la piscine avec moi cet après-midi? Celui qui pose la question espère que l'autre répondra oui. Ça appelle une réponse oui. Et on a une autre façon de poser les questions. En français, c'est un tout petit peu moins net. En général, on va utiliser vraiment. Veux-tu vraiment aller à la piscine? C'est-à-dire que moi, je pose la question, mais je n'ai aucune envie d'aller à la piscine. Donc, j'espère que l'autre va répondre non. Alors, évidemment, une question fermée n'oblige jamais celui à qui elle est posée de répondre, de donner la réponse attendue. C'est pas parce que j'utilise une interro-négative que j'oblige l'autre à répondre oui. Ce n'est pas parce que j'utilise une question par vraiment que j'oblige l'autre à répondre non. J'indique juste mon intention à moi en tant que locuteur. J'indique la réponse que j'espère, la réponse que j'attends. Donc num, c'est la formulation latine pour la question fermée appelant une réponse non. Donc on vous donne déjà une indication dans la question. Voilà, nous avons terminé le chapitre 2. Et donc, je vous retrouverai avec un immense plaisir pour travailler le chapitre 3.